sommet de la CEDEAO à Accra, Patrice Talon a participé aux assises. Au cœur des discussions, insécurité et coup d'État dans l'espace, avec en point de mire le cas du Burkina Faso. À suivre les précisions. Éleveurs et agriculteurs de 18 pays de la CEDEAO et de l'Afrique centrale ont tenu une rencontre à Boikon. Avec les chefs traditionnels, ils ont défini une autre façon de cohabiter pour éviter les conflits. Et puis CAN 2021, les pharaons d'Égypte décrochent leur ticket pour la finale. Ils se sont imposés au tir au but face au Cameroun. Dimanche, ils affrontent le Sénégal pour la finale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Insécurité et coup d'État en Afrique de l'Ouest, la situation est devenue préoccupante pour les présidents de l'espace CEDEAO. Ils se sont retrouvés hier à Accra pour débattre du sujet et trouver des réponses idoines. Dans leur rang, le président Patrice Talon. Voici le point de la rencontre avec Jérôme Humbo et Mohamed Bio. Ce jeudi 3 février 2022, Patrice Talon est accueilli à l'aéroport d'Accra, au Ghana. Quelques instants plus tard, il présente ses civilités à ses pairs. Ces derniers jours, l'espace ouest-africain est frappé par 3 coups d'État. Le Mali, le Burkina Faso et une tentative avortée en Guinée-Bissau. La rencontre d'Accra est annoncée pour se pencher principalement sur le cas du Burkina Faso. En effet, des sanctions étaient envisagées pour accuser ce retour à la force. Avant cette rencontre, 2 délégations ouest-africaines composées des chefs d'état-major puis des ministres avaient déjà rencontré à Ouagadougou le nouvel homme fort, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Outre le Burkina Faso, la situation au Mali, également en proie à la violence djihadiste, sera étudiée au cours de ce sommet. Bamako est actuellement sanctionné de fermeture des frontières de la CEDEAO, d'embargo sur les échanges commerciaux et les transactions financières. C'est connu de tous les travailleurs, le gouvernement a annoncé la revalorisation des salaires. Mais avant même qu'elle ne soit effective, les prix des produits de première nécessité augmentent. Une situation qui n'arrange pas la bourse du consommateur. En attendant que le gouvernement se prononce, les centrales syndicales proposent quelques pistes de solutions. Il y a vraiment urgence. Et je pense qu'on peut se réjouir que le gouvernement ait compris cela et ait décidé de faire une augmentation de salaire. Mais quelle est cette augmentation qu'on annonce et qui prend autant de temps? Oui, on a des propositions à faire. Notre contexte ne peut pas nous pousser à faire de l'ultralibéralisme comme on peut le faire aux États-Unis ou dans d'autres pays développés. Nous avons notre contexte de pauvreté, d'informel de l'économie, de précarité des travailleurs qui nous recommande en tant qu'État de jouer notre rôle de régulateur du marché. On ne peut pas laisser les commerçants faire ce qu'ils veulent. Il y a de l'exagération aujourd'hui et c'est le dernier consommateur qui paye le prix. Et nous ne pouvons que nous tourner vers l'État pour dire « joue ton rôle ». Nous avons demandé au gouvernement de payer les arriérés de salaire dus aux travailleurs du public. Le paiement des arriérés va relancer également la consommation, va faire certainement baisser un peu la pression sur les prix parce qu'on a de l'argent à dépenser. Nous suggérons à l'État de s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire un cadre de concertation uniquement dédié à la question salariale, dans lequel nous échangeons pour arrêter un échéancier d'augmentation des salaires qui doit prendre au minimum 3 ans. On propose un taux de revalorisation, mais en même temps qu'on prenne des dispositions pour accompagner cela, des dispositions qui permettent de faire chuter, de faire baisser les prix sur le marché, les prix des produits sur le marché, l'eau, l'électricité et tout ce qui peut nous mettre vraiment dans une situation difficile, mettre le pouvoir d'achat en difficulté. Il faut revoir un peu ça de manière à ce que quand on fera la révélation, que ça permette aux travailleurs de supporter, de faire face
à ses besoins, aux 5 besoins fondamentaux de l'homme. C'est ça notre souhait. Et nous sommes ouverts dans la négociation avec le gouvernement. Et nous souhaitons qu'on ouvre au plus tôt, n'est-ce pas, ces négociations, parce que nous sommes en février. Et si on prend des décisions pour revaloriser, il faut que cela soit rétroactif. Que cela soit rétroactif et qu'on puisse, les travailleurs, déjà, que ça prenne effet à partir de janvier. Le leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin, voilà la préoccupation au cœur des initiatives de l'Institut national pour la gouvernance démocratique soutenu par CARE International Bénin-Togo et les Pays-Bas. L'Institut a réuni ces femmes à Parakou pour leur donner les secrets d'une gouvernance réussie. Judicaël Aïnan et Docas Tito. La faible représentativité des femmes dans les instances de prise de décision au Bénin préoccupe l'Institut national pour la gouvernance démocratique. Le projet de renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin vient donc à point nommé pour inverser la tendance. Il vise, entre autres, à faciliter l'accompagnement et le suivi des femmes élues locales par les partis politiques. Le projet ouvrira donc une nouvelle ère pour les dynamiques politiques locales dans nos localités. Et nous voulons donc ces dynamiques politiques locales plus inclusives du genre. Dans ce sens, le consortium NIMD, IGD et CARE International s'engage déjà à travailler avec toutes les femmes élues. À travers ce projet, l'Institut national pour la gouvernance démocratique entend former des pépinières de femmes leaders politiques et militantes pouvant prendre la relève. Nous avons besoin d'actions qui soutiennent les femmes élues et qui soutiennent celles qui aspirent à prendre des responsabilités politiques. Nous avons besoin de ce programme de IGD avec CARE qui vise à renforcer le rôle des femmes dans la politique. Je garde l'espoir que ce projet produira des impacts certains au niveau des décideurs politiques afin de mieux positionner nos sœurs sur les différentes listes au cours des prochaines élections. Le projet, dont la mise en œuvre est de 48 mois, touche 45 communes réparties dans les 12 départements du Bénin. Les éleveurs et agriculteurs de 18 pays de la CEDEAO et de l'Afrique centrale sont réunis à Boïcon pour définir une nouvelle façon de cohabiter. Et pour le faire, ils ne sont plus seuls. Les chefs traditionnels sont maintenant impliqués pour éviter les cas de conflit. Le point avec Cyprien Lokosso. Les chefs traditionnels seront désormais au cœur de l'activité pastorale. Certaines communautés ont fait l'expérience et le résultat est bien apprécié. Les différents acteurs ont décidé d'étendre l'expérience dans plusieurs pays africains où ces acteurs doivent cohabiter. D'habitude, l'agriculteur et l'éleveur vivaient sur le même territoire et il n'y avait pas de problème. Mais qu'est-ce qui a amené ça? Et comment nous allons faire pour que les gens puissent vivre sur le même territoire et en paix? Voilà ce qui a réuni tous les pays, les 18 pays ici aujourd'hui pour mettre en place une organisation professionnelle des éleveurs de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. L'organisation regroupe les différentes associations des éleveurs, les représentants des familles d'éleveurs, les conducteurs de cheptel, les femmes des éleveurs et bien d'autres. Au terme de 3 jours de travaux, ils vont définir les statuts, les règlements et un plan de travail. L'initiative est saluée par les différentes autorités présentes. Votre organisation a vu juste en impliquant les chefferies traditionnelles dans la résolution des conflits entre les acteurs de l'élevage et de l'agriculture. Je puis vous rassurer de l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon à poursuivre les efforts afin d'apporter des solutions adéquates. Ils doivent cultiver la solidarité intracommunautaire. Tant qu'ils ne sont pas solidaires et parler d'une même voix, d'une seule et même voix, ils ne pourront pas faire face aux défis qui se présentent à eux. Le Haut Conseil des éleveurs, pasteurs et transhumants s'engage ainsi pour le développement de l'élevage dans un climat de paix selon les acteurs.
Les élèves fermiers des 13e et 14e promotions de l'ONG Bouge sont désormais opérationnels. Ils ont reçu parchemin et matériel d'installation au centre de formation de l'ONG à Tango-Djevier. Un répreneur label Bouge, un départ pour la vie. C'est un reportage signé Renaud Akapo, Daniel Ada et Rebecca Kinjande. Un à un, les pensionnaires défilent devant l'estrade pour recevoir leur parchemin. C'est le couronnement de 9 mois de formation. Ces apprenants des 13e et 14e promotions du centre Bouge repartent avec des rudiments nécessaires à l'exercice des métiers d'élevage et la production agricole. Notre formation vient d'être coiffée, couronnée, tressée et récompensée par cette cérémonie assortie d'un parchemin qu'est l'attestation de fin de formation. Croyez en vous-même et gardez à l'esprit que le plus long voyage du monde commence par un premier pas. Les professeurs ont partagé avec vous leurs connaissances. Vous aussi, vous devez démultiplier les partages que vous avez reçus des professeurs pour que vous soyez plus nombreux à participer au développement de votre communauté. Réputée pour ses œuvres à but non lucratif, l'ONG Bouge multiplie les initiatives pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Il n'y a que le mérite. Et continuez à être des méritants. Parce que bientôt, vous allez voir que Bouge va bourgeonner dans vos milieux à cause de vous. Les jeunes des 15e et 16e promotions, les 60 vont entrer au centre Bouge après-demain. Le programme de Bouge a été réécrit dans sa forme et dans son fond. Cette cérémonie qui consacre la sortie des apprenants des 13e et 14e promotions est doublée d'une opération de remise de matériel aux anciens pensionnaires des 11e et 12e promotions. Je vous souhaite une belle destinée et beaucoup de confiance en vous pour le futur. Je vous dis, travaillez avec amour et vous allez réussir. Bouge est une ONG fondée en 2007, trait d'union entre le Bénin et la Suisse. Elle intervient dans le domaine de la lutte contre l'enfance malheureuse. Bouge ONG contribue autrement à la prise en charge socio-éducative des enfants exclus du système éducatif classique pour faciliter leur insertion professionnelle. Les femmes Bo des communes de Kalalé et de Ségondon fêtent la moisson du sorgho, une initiative de l'association des femmes Bo du Bénin qui vise à valoriser les pratiques culturelles et cultuelles des peuples Bo. Les autorités politiques et administratives des deux communes, les responsables religieux et des têtes couronnées étaient de la partie. Alexis Assogba et Roland Tchonka. Des rythmes anciens exécutés par la caste des griots, des tableaux aux couleurs de rituels de chasse, un cocktail d'ingrédients inspirés d'une pratique vieille de plusieurs décennies en pleine résurrection, le Koso Ndo. Le Koso Ndo est une manifestation traditionnelle en milieu Bo qui consiste à implorer le ciel et les mannes de nos ancêtres pour solliciter leur protection et la prospérité de l'ensemble de la communauté. Et pour ce faire, un rituel est mis en place. À cette occasion, il est demandé que l'on consomme seul, à lui seul, un poulet entier. D'où l'appellation de Kosondo. Chaque poulet est marqué pour faciliter son identification par le bénéficiaire. Le marquage est généralement réalisé au niveau des pattes de la volaille. La rencontre de Kalalé, qui marque le lancement de cette fête, nous permet de jeter les grandes bases d'une réflexion profonde pour redonner à cette fête délaissée sa dimension traditionnelle et originale. Les profondes relations qui s'opèrent aujourd'hui nous interpellent au plus haut niveau et nous projettent dans les défis majeurs auxquels nous devons faire face. Puisque sans la femme, le développement n'est possible. Après une communication sur l'origine et les contours du Koso Ndo, les femmes Bo, accompagnées des populations, ont dégusté le poulet dans une ambiance bon enfant, dans la perspective des retrouvailles de 2023 pour la deuxième édition de la fête de la moisson du sorgho en milieu Bo.
On parle maintenant du manioc. C'est une des composantes essentielles de l'économie agricole du Bénin. Pour booster sa production et sa transformation, le ministre Gaston Dossoui a procédé à la remise de matériel à certains acteurs de la filière de l'Agence territoriale du développement agricole Pôle 7, Jennifer Sativi. Désormais, pour transformer leur manioc, ces producteurs n'ont plus de soucis à se faire. Ce lot de matériel vient d'être mis à leur disposition. Chers acteurs de la filière manioc, bienheureux êtes-vous de bénéficier de ces kits d'équipement acquis sur financement du budget national du PNDF filière conventionnelle exercice 2021. Les coopératives que vous représentez ici ont été retenues après un processus rigoureux de sélection basé sur des critères techniques et organisationnels en coopérative, mais aussi sur votre ouverture aux innovations et votre engagement. Réaliser ces ambitions agricoles passe par la maîtrise des opportunités d'une filière comme celle du manioc. Mais le gouvernement va au-delà. Nous avons bien besoin de renforcer les capacités de ceux qui produisent le manioc en mettant à leur disposition du matériel végétal performant, sain et très productif. Nos variétés aujourd'hui donnent 17 tonnes, 18 tonnes à l'hectare. Quand on laboure bien à la charrue, on peut aller à 20, 22, 25 tonnes. Pourtant, nous avons déjà des variétés de 40 tonnes, 60 tonnes à l'hectare. Nous devons aller là. Le temps est ainsi donné pour que les différents acteurs s'appliquent à la valorisation du manioc. Le Conseil départemental de coordination et de concertation de l'Aliborie tient sa première session ordinaire au titre de l'année 2022. Au menu, 3 sujets, notamment les enjeux de sécurité dans le département de l'Aliborie. Benjamin Dinayo et Kolaole Boniface Biao. Cette rencontre du Conseil départemental de coordination et de concertation est la première au titre de cette année 2022. Nos salutations distinguées à Monsieur le Préfet et à travers lui, à tout le gouvernement, à sa tête son Excellence, Monsieur Athanase Talon. Nous prions que tutelle apaisée caractérise davantage notre département. Le projet ADAPT-WAP a fait objet de la première communication. 3 composantes la constituent, d'après l'exposé sur le projet. Il y a l'intégration des aspects liés au changement climatique dans les plans d'aménagement des parcs contenus dans le complexe et dans les schémas directeurs des communes riveraines au complexe. Il y a la mise en place d'un système d'alerte précoce, multi-risque. Il y a en 3 les mesures d'adaptation concrètes liées au changement climatique à mettre en œuvre. Nous ne devrions pas céder à la panique, nous ne devrions pas céder à une sorte de psychose ou à quelque sinistrose, comme on dit. Nous devons rester sereins, même si la situation est sérieuse, on ne la banalise pas, mais ça ne sert à rien d'en rajouter déjà à ce climat anxiogène que vivent nos populations. Des engagements sont pris par tous les participants à travailler pour un meilleur développement du département de l'Aliborie cette année 2022. Des points d'eau à Toribocito en attendant la couverture universelle en eau potable. L'Association des communes de l'Atlantique littoral prend ses responsabilités. Elle a posé la première pierre d'ouvrage pour soulager les besoins en eau pressants des populations de Toribocito avec l'appui de l'ONG Casa Grande. Ezekiel Diacor. Pose de première pierre effectuée par le vice-président de l'ACAL, Association des communes de l'Atlantique et du littoral. Un acte qui annonce le démarrage des travaux de construction de points d'eau à Azorwe, dans la commune de Toribocito. Le lancement de ce point d'eau, dont le coût de réalisation est évalué à plus de 8 millions de francs CFA, viendra mettre un terme aux souffrances des valeureuse population de la localité. Par ce geste, chers donateurs, vous venez de donner espoir
de dire à nouveau à toutes ces femmes, à tous ces enfants qui parcourent de si longues distances avant de se procurer un peu d'eau. L'infrastructure qui va sortir bientôt de terre est le fruit du partenariat entre les membres de l'association et l'ONG Casa Grande. Deux partenaires qui contribuent ainsi à l'accès à l'eau pour tous, l'un des objectifs du gouvernement. Ce projet, d'une valeur de 8 millions de francs CFA, est composé d'un forage, d'un château équipé de tanks de 10 mètres cubes, actionné par une pompe solaire avec 4 sections d'animation, d'éducation et de sensibilisation sur l'hygiène en milieu de vie et la gestion d'un point d'eau. Garantir à l'horizon 2023 l'accès universel à l'eau potable. L'atteinte du dit objectif passe notamment par la sécurisation des installations de l'hydraulique publique ainsi que la réhabilitation en milieu rural des AEV. À l'occasion, un appel a été lancé aux autorités communales pour un suivi rigoureux des travaux. Le centre de santé de la commune de Kovey fait peau neuve. Les différentes infrastructures qui composent cette formation ont été entièrement réhabilitées, notamment le laboratoire et la maternité. Les détails avec Cyprien Lokossou et Théodore Grandier. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une nouvelle construction. La clôture du centre de santé de Kovey brille de ses nouvelles couleurs. À l'intérieur du centre, les bâtiments qui abritent le laboratoire et la maternité sont entièrement réhabilités, avec des espaces plus vastes et bien aménagés pour les usagers. Le développement, c'est aussi la santé, a dit le maire de Kovey. Il faut être en santé pour contribuer au développement de la commune. Et nos efforts doivent accompagner ceux que le gouvernement du président Talon est en train de déployer tous les jours pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Le centre de santé de Kovey se conforme aux normes exigées. Les déterminants de la santé ne sont pas seulement la prestation des soins. Les infrastructures et les équipements constituent aussi un pilier essentiel pour l'offre de qualité de soins. Je vais demander juste aux bénéficiaires secondaires que sont le médecin-chef, le médecin coordonnateur, de définir un plan d'entretien préventif de maintenance afin que l'infrastructure soit durablement exploitée. La visite des locaux et la remise des clés aux responsables du centre de santé de Kovey sont les derniers actes de la cérémonie. Elles font des milliers de victimes à travers le monde, mais font très peu l'objet d'une attention soutenue. Les maladies tropicales négligées constituent un réel problème de santé publique. Cette année, pour célébrer la journée qui leur est dédiée à Parakou, les organisations de la société civile ont procédé à une caravane. Giscard Akovi nous compatit. Munis de leur pancarte et au son rythmé de la fanfare ce 30 janvier, les organisations de la société civile, membres de la plateforme le 229 Marche vers Kigali, plaident pour une société sans les MTN, les maladies tropicales négligées. Partis de l'université de Parakou, ces caravaniers ont parcouru plusieurs artères de la ville avant de réaffirmer leur ambition commune à la place Tabera, celle d'éliminer d'ici 2030 les MTN. Ces maladies se développent dans les zones frappées par la pauvreté, où l'accès à des soins de santé de qualité et à un assainissement adéquat est rare. Cette crise de la santé publique ne peut plus attendre. L'heure est venue de rassembler nos forces et d'éliminer définitivement les MTN d'ici 2030. Un regard nouveau doit être porté sur ces maladies tropicales négligées avec le concours de tous afin de mettre un terme aux affres qu'elles engendrent au sein des populations les plus vulnérables. Les maladies tropicales négligées affectent plus d'1 milliard de personnes dans le monde selon l'OMS. Au Bénin, un pas important est franchi grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Ces maladies handicapent et défigurent les victimes, autant non seulement la santé, mais aussi leur chance de rester à l'école,
de gagner leur vie ou même d'être acceptés par leur famille ou leur communauté. Assurer le contrôle, l'élimination définitive des MTN reste une priorité majeure pour le gouvernement béninois. La filariose lymphatique, l'onchocercose, le trachome pourraient être bientôt dans un avenir proche des maladies qu'on pourrait inscrire sur le tableau des maladies éliminées comme problème de santé publique dans notre pays. Cette troisième édition de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées aura aussi permis à la communauté et aux ESC d'être plus informés sur les questions liées au MTN et leurs enjeux. 2 morts, quelques tonnes de coton partis en fumée, un camion calciné presque irrécupérable. C'est le bilan d'un accident de la route à Kandi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Kolaole, Boniface Biaou et Benjamin Denayon nous relatent les faits. 21h15 environ à Kandi ce lundi, sur la route nationale inter-État numéro 2, non loin de l'aérodrome, un accident. Sur les lieux, 2 corps sans vie de jeunes. 100 mètres plus loin, des cadavres, un camion chargé de coton brûle. Contre ces flammes, les soldats du feu livrent un farouche combat. La police républicaine régule la circulation. Cette riveraine a vécu les faits. Nous, on était dedans dans la boutique. Directement, on a entendu un bruit. Quand on est sorti directement, on a vu qu'il y avait un grand titan qui venait là, gros porteur qui venait là, en chargement. Après ça, on a vu que celui qui a chargé le coton, il a commencé par balancer directement. On a entendu beau. Nous on criait ici, au secours. On ne savait même pas que le titan qui nous a dépassé ici, il allait croyer 2 jeunes. En tout cas, moi, il n'a pas été là-bas. Les 2 victimes sont identifiées. L'une était 5 minutes avant l'accident avec un de ses amis. Aujourd'hui, j'étais à la maison. Quand fortuitement, il est venu. Mon portail est fermé. Il a frappé à ma fenêtre. Je suis allé, j'ai ouvert le portail, il est rentré dans la maison. La compagnie des sapeurs-pompiers explique comment elle s'est retrouvée sur les lieux. On a reçu un appel téléphonique d'un témoin qui nous a annoncé qu'il a un véhicule renversé de coton. Le coton a pris feu et qu'il y a eu deux corps sans vie de l'autre côté à 50 mètres du véhicule qui est couché derrière moi. Les corps dégagés, le feu maîtrisé, la circulation arrêtée sur le tronçon entre-temps est relancée quelques heures après sous le contrôle des forces de l'ordre. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.